Peut-on améliorer ses performances grâce au mental? La réponse est oui. Beaucoup de personnes distinguent la partie mentale et physique et essayent de les hiérarchiser. Je trouve cela stupide car au final, votre mental et vos capacités physiques forment une seule unité. Par exemple, si au lieu de rester assis sur votre canapé, vous décidez de prendre votre vélo pour aller faire une longue sortie d'endurance, c'est parce que votre cerveau a envoyé un message à vos muscles de le faire. Bref, on est tous d'accord pour dire que notre cerveau et nos pensées en particulier gouvernent nos actions, du moins en partie. On va commencer à analyser la pratique du cyclisme pour comprendre qu'il y a énormément de facteurs à gérer et d'erreurs à éviter grâce à de bonnes stratégies mentales. On va notamment aborder la mise en place d'objectifs, la douleur et la gestion de cette dernière ainsi que de la confiance en soi. Pour réussir en cyclisme, tout part de la motivation et des objectifs. On définit la motivation comme une raison, un intérêt qui nous pousse à agir. Dans le vélo, la motivation nous permet d'aller nous entraîner pour réussir nos objectifs et réaliser les efforts nécessaires. Il existe différents types de motivation qui se regroupent dans différentes catégories, avec d'un côté les motivations intrinsèques et de l'autre les motivations extrinsèques. Les motivations intrinsèques regroupent toutes les motivations qui nous impliquent nous-mêmes avec des récompenses internes. Par exemple, ça peut être une volonté d'améliorer son estime de soi à partir de la pratique du cyclisme et de ses résultats. Ça peut également rechercher un besoin d'accomplissement. On va pas rentrer dans la philosophie, mais le besoin d'accomplissement est commun à beaucoup de personnes et on peut l'obtenir à travers la pratique du cyclisme. Et enfin, dans les motivations intrinsèques, on retrouve tout simplement la volonté d'améliorer ses performances. Quand je parle de performance, je ne parle pas de résultats en course, mais de capacités physiques qui se matérialisent par des gains de puissance sur une durée donnée ou par des meilleurs chronos sur une distance ou un parcours donné. C'est tout simplement la volonté d'améliorer votre corps et de devenir la meilleure version de vous-même. Ensuite, on retrouve les motivations extrinsèques. Il s'agit de la recherche de résultats et de facteurs externes à notre personne. Par exemple, ça pourrait être chercher la reconnaissance sociale et le respect des autres à partir de vos performances. Vous n'avez pas forcément le contrôle sur la réaction des autres, donc on est bien sur une motivation extrinsèque. Une motivation plus facile à comprendre, qui est toujours extrinsèque, est la volonté de battre les autres et de réaliser une meilleure place que ces derniers à l'arrivée d'une course. C'est la volonté de devenir meilleur, mais contrairement à la motivation intrinsèque, c'est la volonté de devenir meilleur, mais par rapport aux autres. Il y a donc différents types de motivations qui peuvent soit être internes ou externes. Aucune de ces dernières est négative, il faut juste être honnête avec vous-même et identifier les raisons qui vous motivent. On peut bien sûr utiliser différentes motivations en même temps et utiliser différentes motivations en fonction de la période dans laquelle on se trouve. Par exemple, si vous préparez une cyclosportive, disons l'étape du Tour, pendant votre préparation, vous pouvez être guidé par une motivation intrinsèque en voulant améliorer votre endurance et votre puissance au deuxième seuil, donc vous vous améliorez mais par rapport à vous. Mais le jour de course, lorsque vous vous retrouvez entouré de tous les autres concurrents, vous pouvez être guidé par des facteurs externes en essayant d'accrocher les bonnes roues et en essayant de battre vos concurrents les plus proches durant la course. Ou vous pouvez rester sur des facteurs internes en déterminant une stratégie de course précise et en ignorant complètement les autres pour essayer de chercher le meilleur chrono possible. Après l'identification de vos motivations, on débouche logiquement sur la mise en place d'objectifs. Il existe deux méthodologies qui fonctionnent bien pour déterminer vos objectifs. La première est la stratégie des SMART Goals qui nous dit qu'un objectif doit être spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et timé. Pour commencer, il vous faut un objectif spécifique. Vous pouvez par exemple cibler une qualité en particulier comme améliorer votre PMA, améliorer votre FTP. Vous pouvez également cibler une course en particulier comme objectif ou par exemple un circuit difficile à réaliser en défi. L'objectif doit également être mesurable. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre FTP, vous pouvez vous donner l'objectif d'augmenter votre FTP de 20 watts et vous pourrez ainsi mesurer votre progression à partir de l'amélioration de votre puissance. Pour ce qui est d'une course, vous pouvez viser un objectif de résultat, comme par exemple aller chercher un top 10. Et sur les courses précédant cet objectif, vous pourrez voir l'évolution de vos résultats jusqu'à la course clé. Ou par exemple, si votre objectif se rapproche plus du défi, vous pouvez tout simplement vous donner l'objectif de réaliser par exemple une sortie de 200 km. Et vous pourrez ainsi
observer votre progression en augmentant peu à peu la distance de vos sorties. Tout ce qui est mesurable est améliorable. Il vous faut également un objectif ambitieux qui vous sort de vos zones de confort et vous pousse à l'action. Mais cet objectif doit également être réaliste et en accord avec votre potentiel, sinon vous allez vous décourager. Et enfin, il est important de vous donner une date d'échéance à votre objectif, comme la date de la course ciblée par exemple. Ou alors se dire gagner 20 watts de FTP en 2 mois. Ou par exemple réaliser un défi vélo de 200 km dans 6 mois. Cela vous donne donc un cadre de temps précis dans lequel vous pouvez aligner vos objectifs avec votre plan d'entraînement. La deuxième méthode consiste tout simplement à se fixer des sous-objectifs. Avec cette méthode, on se fixe un grand objectif et des sous-objectifs pour atteindre le grand. Donc par exemple, si votre grand objectif est de finir dans le top 10 du Tour de France, vous pouvez avoir un objectif clé numéro 1 qui est d'améliorer sa puissance au deuxième seuil de 20 watts, un objectif clé numéro 2, finir dans le top 10 à Paris-Nice, et un objectif clé numéro 3, perdre 5 kg. Vous pouvez bien sûr combiner les deux méthodes en vous fixant un grand objectif qui est un SMART Goal et en vous fixant des sous-objectifs clés qui peuvent également être des SMART Goals. Pour résumer, être clair avec ses motivations et aligner ses objectifs dessus est la clé pour atteindre les meilleurs résultats possibles. La motivation est le point de départ, mais il faut faire preuve de discipline par la suite pour réussir le plan qui vous mènera à l'atteinte de vos objectifs. Prendre le temps de réfléchir à vos objectifs et de les poser sur papier améliorera votre clarté mentale et vous permettra d'être plus discipliné sur l'ensemble de votre plan d'entraînement. Avoir des objectifs solides vous permet de ne pas vous écrouler en période d'entraînement difficile et à toujours garder le cap en étant dirigé. Si vous aussi vous souhaitez déterminer des objectifs précis de ce type, vous pouvez faire appel à nous et à notre service de consulting. On va tout simplement analyser vos performances actuelles et en fonction de vos motivations, on va vous aider à déterminer des objectifs concrets et précis pour vous permettre d'atteindre les meilleurs résultats possibles pour la saison prochaine. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. On va désormais s'intéresser à la douleur et à la capacité à y résister, ce qui est une qualité essentielle pour performer. En effet, pour atteindre vos objectifs, vous allez devoir faire face à la douleur, que ce soit à l'entraînement ou bien en course. Mais pour commencer, qu'est-ce que la douleur? La sensation de douleur et d'inconfort qui survient à l'effort est le résultat de signaux nerveux qui signalent un danger à notre cerveau. Notre corps est pourvu de fibres nociceptives qui, en s'activant durant l'effort, vont envoyer un signal nerveux au cerveau qui va ensuite déclencher cette fameuse sensation de douleur. Ces fibres vont énormément s'activer à haute intensité en étant excitées par des métabolites produites à l'effort et par la tension musculaire également. En bref, à haute intensité, de nombreux éléments vont exciter ces fibres. Et on peut également retrouver un inconfort à cause d'une ventilation élevée et d'un battement cardiaque qui suit la même tendance. Le cerveau, en vous envoyant ces signaux de douleur, a une seule mission, vous stopper dans votre effort. Le tout pour vous protéger. Donc on n'est pas totalement maître de notre cerveau. Ce dernier résulte de milliers d'années d'évolution et a été programmé pour nous permettre de survivre et de nous garder en sécurité. Alors se faire mal en vélo est en quelque sorte contre nature car on doit lutter contre nos propres mécanismes de protection. Moi je roule sans capteur, à un moment donné putain à 2 bornes j'avais mal aux jambes, je me suis dit ouh. Alors la capacité à résister à la douleur est cruciale afin de pouvoir utiliser son plein potentiel. Certaines études ont d'ailleurs mis en évidence que des athlètes élites avaient une meilleure capacité de résistance à la douleur que des athlètes amateurs, ce qui pourrait expliquer une partie de leur réussite. La force mentale est donc l'un des facteurs psychologiques les plus importants pour performer en cyclisme. Et il existe des techniques et méthodes pour l'améliorer. Malheureusement, je n'ai pas le temps de développer tout ça dans cette vidéo, c'est pourquoi j'ai rédigé un article de vlog comprenant toutes ces méthodes. Vous pouvez retrouver le lien de l'article directement dans la description. Enfin, dernier point à aborder en psychologie du sport est la confiance en soi. Ce point s'adresse surtout aux compétiteurs qui doivent faire preuve de confiance pour réussir leur course. Arriver le jour de compétition confiant de ses capacités est essentiel pour réussir. Vous ne devez avoir aucun doute sur vos capacités. Cette sérénité vous permettra de prendre les meilleures décisions durant votre course et de faire preuve de calme pendant les moments difficiles afin d'éviter de vous écrouler. Cette confiance est directement liée au dialogue interne que j'ai développé dans l'article de blog. Par exemple, si vous vous retrouvez à bloc dans une bosse de 5 minutes et que vous êtes à 360 watts, mais que vous savez que vous êtes capable de maintenir cette puissance sur 20 minutes, vous devez être capable de vous rassurer et de maintenir cet effort. Cameras
Au contraire, si vous commencez à douter de vous aux premiers signaux de fatigue et de douleur, vous allez rapidement perdre confiance et vous écrouler. Pogačar est distancé. Il a perdu quelques mètres. Aussi, si vous vous retrouvez dans une situation délicate en course, comme par exemple le fait de se faire enfermer, vous pouvez utiliser votre confiance en soi pour rester patient et faire preuve de calme pour sortir de cette situation sans embûche et faire la différence par la suite. Alors que dans cette situation, le doute ou bien des dialogues internes négatifs peut réduire à néant toutes vos chances de réussite. Mais comment construire cette confiance en soi si précieuse ? Cette confiance en soi ne vient pas toute seule, elle doit se créer petit à petit de la mise en place de votre objectif jusqu'au jour de votre course clé. D'où l'importance d'une bonne détermination d'objectif. Si ce dernier a été déterminé avec justesse et que votre préparation a été alignée avec cet objectif, vous devez arriver le jour de course plein de confiance en étant persuadé de réussir. Au contraire, si vous vous êtes surestimé ou alors que votre préparation n'était pas alignée avec cet objectif, vous allez rater votre objectif et vous allez perdre toute confiance. Et si vous étiez initialement sous-estimé, vous ne pourrez pas utiliser le plein potentiel de votre organisme. C'est souvent le cas lorsqu'on se met des barrières mentales de performance qui limitent notre potentiel. L'idée est donc d'arriver le jour de course avec une préparation aligné avec votre objectif, qui vous amènera la confiance précieuse si votre objectif était bien déterminé. Une autre solution pour se créer une confiance en soi solide est d'obtenir des petites victoires durant le processus de préparation. Ça peut par exemple réussir une sortie audacieuse, battre un record de puissance ou alors battre un record sur un segment Strava. Toutes ces petites victoires qui vont s'accumuler vont vous permettre d'arriver le jour de course en pleine confiance. Pour conclure, se pencher sur la psychologie peut avoir d'importants effets sur vos performances. En comprenant vos motivations, vous pouvez aligner vos objectifs avec vous-même, des objectifs qui vous guideront et vous permettront de toujours garder le cap, même dans les moments les plus difficiles. En alignant ces objectifs avec votre plan d'entraînement et avec votre investissement dans votre pratique, vous allez peu à peu vous construire une confiance en soi solide qui sera nécessaire le jour de course. Enfin, la douleur est inhérente au cyclisme, la comprendre et surtout comprendre les outils pour mieux la gérer est essentiel pour performer. Vous retrouverez tout ça dans l'article de blog. Le lien est bien évidemment dans la description. C'était Antonin Albouy pour la science du cyclisme.